Ok, donc on va finir ce cours de drone. Et dans cette séance, on va voir deux chapitres relativement courts qui sont la modélisation et la commande. Je vous ferai quelques démonstrations sous Simulink de ces différentes lois de commande. Et si on a le temps, je vous montrerai également sur un simulateur ce que ça donne concrètement, ces lois de commande, quand on cherche à piloter un drone. Alors, on va commencer par la modélisation et on va d'abord s'intéresser au bas niveau, hein. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser au moteur et plus particulièrement à la boucle de vitesse qu'il faut implémenter au niveau du moteur. Alors, la fonction transfert d'un moteur, bon, là, c'est un rappel, hein, normalement. Bon, les génies électriques, je pense que c'est encore plus un rappel que pour les autres. Je vous ai fait la représentation sous forme de schéma bloc d'un moteur à courant continu. Et il se trouve, on a vu en robotique, que toutes les technos de moteur, que ce soit brushless ou même asynchrone à commande vectorielle, pouvaient en première approximation se ramener à un schéma bloc comme ça, un moteur plus commande. Et il se trouve que l'autopilotage sur un moteur à courant continu est réalisé par le système balai-collecteur de façon électromécanique, hein. Donc, voilà, c'est un brushless, c'est juste la même chose, mais commuté non pas avec un système balai-collecteur, mais avec des transistors de puissance. On avait vu ça en robotique dans le chapitre 5. Et donc, le modèle, on l'avait vu, hein, mais là, je l'ai un peu détaillé. Et j'ai rajouté des petits trucs en plus. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que, bon, on a la tension d'alimentation, VCC, du moteur, la tension d'induit, qui est contrecarrée, mais de façon interne, hein, c'est intrinsèque au moteur, par la force contre-électromotrice, qui n'est pas une force en Newton, hein, c'est juste un abus de langage. Et donc, celle-ci, elle dépend de la vitesse de rotation du rotor. Vous voyez, à l'autre bout, il y a oméga R, c'est la vitesse de rotation du moteur. Donc, le différentiel, et notamment à l'arrêt, lorsque vous mettez en route un moteur, ben, oméga vaut zéro, donc le différentiel est maximum. Ce différentiel de potentiel, vous l'appliquez à un filtre, concrètement, physiquement, bah, c'est la bobine de l'induit du moteur qui a une résistance S, R et une inductance L. Donc c'est un premier ordre. Très rapide en général, ça c'est inférieur à la milliseconde, hein, le temps, la constante de temps de ce premier ordre. Et je vous ai rajouté une petite saturation entre les deux. Alors elle est pas au niveau du moteur, celle-là. Elle est au niveau de son variateur ou de son amplificateur de puissance, mais on peut le rajouter à ce niveau-là, hein. L'amplificateur de puissance, donc ça s'appelle un ESC dans le domaine du drone, on l'a vu ça dans le premier chapitre, a une sécurité en interne qui sature le courant à la valeur max, de manière à pas détruire les MOSFET de puissance, qui sont très sensibles à tout dépassement de leur courant crête. Donc il y a un effet de saturation qui peut être important à prendre en compte. Et ensuite, le courant réel, donc c'est I qui circule dans l'induit. Et quand on le multiplie par le même K, et ça c'est remarquable, que le K de la force contre-électromotrice, si on utilise les unités du système international, ça donne le couple moteur qui lui-même est éventuellement perturbé, et même sûrement perturbé dans le cas des drones par un couple résistant. Bah, l'hélice, en tournant, plus elle tourne vite, comme on va le voir, plus elle va freiner sous des effets aérodynamiques. Donc il y a ça en plus que je n'avais pas mis dans le cours de robotique. Et donc la résultante du couple moteur moins couple résistant, va entraîner le rotor qui, lui, se comporte aussi suivant un premier ordre, mais beaucoup plus lent, lui, de constante de temps, bon, je sais pas moi, quelques dizaines de millisecondes, hein, pour un Rhône, et avec J l'inertie de ce rotor et F le frottement visqueux. Voilà le modèle. Et on peut relier en fait le kV d'un moteur, hein. Donc dans le domaine du drone, on parle de kV. kV, c'est le nombre de tours minutes
qu'on prend pour 1 volt d'élévation de tension VCC. Hein. Pour 1 VCC, s'il n'y a pas de frottement, hein, on a tant et tant de tours minutes. En théorie, hein, c'est en théorie. Hein. Sans frottement, sans charge, sans rien du tout. Un moteur à vide. Hein. Mais évidemment, il y a toujours des charges, surtout si vous mettez une hélice. Et donc, on n'atteint jamais, si vous avez tant et tant de volts, vous ne pouvez pas utiliser le kV pour déterminer, il va tourner au max à tant et tant. Hein. C'est forcément moins. Et donc, le lien entre K et KV, bah, c'est celui-là, tout simple. Hein. Il y a un lien entre le K que vous connaissez de vos cours d'électrotechnique et le KV qui est utilisé dans le domaine des drones, qui évidemment fait le lien entre tours minute et radians par seconde. Hein. C'est juste ça. Et puis une inverse. Voilà, voilà pour le modèle du moteur. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est asservir le rotor, le moteur en vitesse. C'est pas fait sur les drones bas de gamme. Enfin, oui, bas de gamme, on peut dire bas de gamme, comme celui-là, par exemple, où là, le moteur est directement commandé en tension hein, sur ceux-là. Hein. Donc ça, vous avez des brushless là, et vous avez un ESC qui est, bon, on ne le voit pas trop là, mais c'est directement la tension d'induit qui est commandée. Il n'y a pas de boucle de vitesse. Par contre, pour nos expériences de robotique aérienne, par exemple, ou alors sur des drones un peu plus haut de gamme, comme le DJI, enfin, toute la gamme des DJI, il réalise un asservissement de vitesse des rotors, parce qu'en fait, comme on va le voir juste après, il y a un lien direct entre vitesse de rotation et force, et thrust, poussé en français. Donc, il est très important de contrôler parfaitement cette vitesse qui peut varier. Hein. Donc, le problème avec quand on asservit par la vitesse, notamment avec ce type de drone, c'est quand la tension batterie varie, VCC varie, bah, la vitesse max des moteurs baisse. Le gain, quelque part, baisse. Mais bon, vu que c'est un homme qui est dans la boucle, il arrive à corriger ça assez facilement. Et puis, si vous avez des KV qui sont différents entre les 4 moteurs, pour une tension donnée, à appliquer un moteur, ils ne vont pas tourner tout à fait à la même vitesse. Si vous avez des hélices, une hélice qui a pris un coup, va un peu plus freiner que les autres, et donc s'il n'y a pas d'asservissement de vitesse, va tourner un peu moins vite que les autres. Donc l'intérêt d'un asservissement de vitesse, c'est de corriger toutes ces imperfections-là. Et vous aurez à ce moment-là une commande de la poussée qui sera parfaite, ou quasi parfaite, et surtout très rapide. Donc, pour réaliser cet asservissement de vitesse, il est nécessaire évidemment d'avoir une mesure de la vitesse de rotation. Et cette mesure, elle est en général disponible quand vous utilisez des brushless. Quand vous utilisez un moteur brushless, n'oublions pas que c'est un moteur synchrone qui réalise un autopilotage, un peu comme la carotte et l'âne, là, que je vous avais expliqué en cours de robotique. Hein. Et ça tourne, en fait, la carotte doit avancer en même temps que l'âne. Donc la carotte sait à quelle vitesse il faut tourner hein, pour que l'âne, le rotor, puisse suivre. Et donc les deux, à un déphasage près, tournent à la même vitesse. Bon, l'équivalent en rotation, évidemment. Et donc la commande sait à quelle vitesse, à tout moment, le rotor tourne. Et donc peut, et le fait d'ailleurs, renvoie cette mesure de vitesse si on l'interroge. Et c'est le cas, par exemple, pour les firmware actuels, que ce soit BLLI 32 ou BLLI S, mais également d'autres firmware de ESC, ESC, je rappelle, qui ne fait pas par défaut l'asservissement de vitesse. Hein. Même s'il s'appelle Electronic Speed Controller, ça ne fait pas d'asservissement de vitesse. Ça fait juste l'autopilotage de la machine. Donc ça fait le modèle du slide précédent. Point. Par contre, on peut l'interroger, ces firmware, pour qui nous renvoie à haute fréquence la mesure de vitesse, de façon à faire une boucle d'asservissement haute fréquence. Typiquement, il vaut mieux être au-dessus des 500 Hz pour être précis. Et à ce moment-là, si on règle avec un simple PI, avec un anti-wind-up, parce qu'évidemment, la saturation du courant, si on a un terme intégral et une saturation, on a vu en cours l'année dernière, en tout cas les TPS, qu'il y avait un effet d'emballement du terme intégral. Donc si vous ne mettez pas un anti-wind-up pour le terme intégral, vous avez des énormes dépassements et des oscillations. Donc il faut mettre un anti-wind-up. Un simple PI anti-wind-up et ça marche très bien. Et vous avez des réponses
de la commande de vitesse qui est de type premier ordre avec une constante de temps qui est de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes, ça dépend du moteur, évidemment. Et donc là, vous avez un contrôle précis, rapide, de la vitesse de rotation des rotors, donc du thrust, donc de la poussée. Et justement, ce qui nous amène directement à l'hélice, qui est couplée au rotor, qui tourne évidemment à la même vitesse de rotation que le rotor. Alors pas toujours, tiens. Euh, les anciens Parrot, ils avaient un système, je pense qu'il y en a encore qui fonctionnent avec un principe bizarre comme ça. Il y en a certains qui ont un multiplicateur entre le moteur et l'hélice. Bon, à éviter, hein. Ils ne sont pas direct drive, du coup, ça rajoute plein de problèmes, évidemment. Des frottements, d'usure, enfin tout ce que vous voulez, à éviter. Mais en général, l'hélice tourne à la même, est directement couplée au rotor, tourne à la même vitesse que le rotor. Et on peut s'interroger quelle est la loi, quelle est la relation entre la poussée générée par une hélice et sa vitesse de rotation. Ben, cette loi, elle est hyper simple. Il y a la poussée est proportionnelle au carré de la vitesse angulaire. Mm. Fois un coefficient, évidemment, hein. Ce coefficient dépend du rendement, notamment de cette hélice, hein. Donc c'est le CI, ce fameux coefficient-là, entre oméga i, qui est la vitesse angulaire de l'hélice numéro i. Vous voyez que c'est au carré, et c'est multiplié par ce coefficient de, de lift, de poussée, hein, de l'hélice. Alors, les hélices ont également, euh, bon, génèrent de la poussée, hein, génèrent une force suivant l'axe de rotation directement, comme c'est indiqué là, avec le U, le vecteur unitaire U qui est suivant l'axe de rotation de l'hélice, mais génère également un moment suivant ce même axe, enfin, suivant cette direction en tout cas. Mais ce moment peut être dans un sens ou dans un autre. Et ce moment de réaction est lié en fait à la friction des pales sur l'air, hein. Donc vous comprenez bien si je vous le fais là avec cette hélice-là, hein. Donc mettons là, celle-là, elle tourne comme ça, hein. Quand elle tourne comme ça, bah, là, ça freine, hein. Et quand ça freine, bah, ça va créer, imaginez que je bloque là, hein, que ça tourne comme ça, bah, le drone a tendance à tourner dans l'autre sens. Donc ça fait un moment, un effet de moment sur la base du moteur finalement, qui est lié à la friction de l'hélice sur l'air. Et il se trouve que ce drag, cette friction de l'hélice, ce moment est également proportionnel au carré de la vitesse angulaire de rotation, fois un autre coef, et fois un fois moins un ou un fois un. Ce SI, il est soit fois moins un, soit fois un, et ça dépend du pas de l'hélice. Alors là, par exemple, sur celui-là, vous voyez clairement, enfin, peut-être pas clairement, je vais essayer de vous montrer. Je vous l'avais, je ne sais pas si j'avais déjà expliqué ça. Donc là, vous en avez une qui tourne comme ça, hein. Donc face à vous, c'est contre-clockwise, hein. Celle-là, elle tourne comme ça. Et celle-là, elle tourne comme ça, donc clockwise. Et donc forcément, elles vont créer un drag qui est opposé. Et d'ailleurs, on les met de façon symétrique. Celle-là, elle est clockwise. Celle-là, elle est contre-clockwise. Donc, vous en avez autant de clockwise que de contre-clockwise. Donc, ce drag, par défaut, enfin en mode où il est statique, hein, ce drag se compense parfaitement. C'est lié à l'agencement des hélices. Par ailleurs, vous avez également des effets inertiels qui, eux, sont non pas liés au carré de la vitesse de rotation, mais à la dérivée de la vitesse de rotation, hein, donc à l'accélération angulaire, et qui sont évidemment quand un moteur accélère brutalement, celui-là, là, brutalement, hein, ça fait un contre-couple sur la base, hein. Et donc, c'est ce moment-là qui est modélisé par ce terme-là, qui dépend évidemment de l'inertie de la partie tournante. Et l'inertie de la partie tournante, c'est non seulement l'hélice, mais là, sur un quad, enfin sur un drone habituellement, hein,
le rotor est externe, hein. C'est des outrunners, comme on dit, hein. Donc la partie tournante, là, vous la voyez, hein, c'est ça qui tourne. Et la partie fixe, elle tourne pas. Vous voyez les bobines, je ne sais pas si vous les voyez là. Elles sont statiques, hein. Donc c'est une architecture un peu différente. Et le fait d'avoir un outrunner là fait que en fait ces aimants là, parce que là il y a des aimants, sont assez loin finalement de l'axe de rotation et créent une inertie J là, enfin contribuent significativement à cette inertie J. Donc il faut non seulement tenir compte dans J de l'inertie de l'hélice évidemment, mais également de l'inertie de la partie tournante là du rotor. Sinon, on a un effet gyroscopique. Donc, si oméga, c'est la vitesse angulaire du body, c'est-à-dire du drone, hein, le repère body, c'est celui qui est attaché au drone, par rapport au sol, hein, toujours. Donc, en général, cette information est donnée par un gyromètre, hein, embarqué. Donc, oméga, c'est la vitesse, le vecteur vitesse de rotation du drone par rapport au sol. On a un effet gyroscopique, un moment gyroscopique, un couple gyroscopique qui est généré par le thruster numéro I et qui est donné par cette loi. C'est un produit vectoriel entre la, vous voyez, il y a la vitesse de rotation enfin, le vecteur vitesse de rotation, parce qu'on le multiplie par SI et par UI, qui est le vecteur unitaire qui est dans l'axe, hein. Donc c'est le vecteur vitesse de rotation vectoriel, le vecteur rotation du drone et fois SI, hein. Évidemment, si c'est counterclockwise ou clockwise, ça sera dans un sens ou dans un autre. Donc, en gros, euh, si je schématise, hein, donc si le SI est égal à 1, et ça dépend évidemment de l'inertie, hein, de la partie tournante, hein. Donc, ça se comporte comme un gyroscope, ça. Donc, quand ça tourne comme ça, mettons que le SI, oméga I, UI, c'est ça. Le drone, il fait ça, hein. Donc, la composante oméga, ça va être ça. D'accord? Tire-bouchon, ça va vers devant, hein. Et donc, le moment généré, ça va être ça. Et donc, ça va créer un moment comme ça sur le drone. Alors, vu que sur un quad, hein, bon là c'est général, hein, quel que soit le drone, hein, mais sur un quad, on a une disposition des rotors qui est équilibrée, hein, en nombre qui tourne dans un sens et dans un autre. Tous ces effets tendent à s'annuler, hein, mais évidemment pas pendant les transitoires, hein. Dans les transitoires, vous avez des vitesses qui sont totalement différentes, des accélérations qui sont totalement différentes. C'est plus équilibré du tout. Et il n'y a que, disons, dans le cas d'une accélération très rapide vers le haut comme ça, que les effets gyros se compensent. Ah bah, d'ailleurs, ça n'a aucun sens vu qu'il n'y a pas de rotation. Donc les effets gyroscopiques, disons, en général, bon, on les néglige, hein. Euh, dans la plupart des articles scientifiques négligent les effets gyroscopiques, mais potentiellement, tout dépend de J notamment, hein, potentiellement, et de oméga, parce que ça dépend de... Quand ça tourne vite, évidemment, l'effet gyroscopique est beaucoup plus important que quand ça tourne lentement. Potentiellement, bon, pour certains moteurs très très gros, hein, et avec des hélices très lourdes, il faudrait en tenir compte. Sachez que pour, en tout cas, des drones de cette taille-là, c'est systématiquement négligé des 5 pouces. J'ai jamais vu aucune, enfin, dans ce que j'ai lu, aucune publication n'a mesuré en tout cas l'impact de cet effet gyroscopique. Nous, on l'avait fait pour un drone, un manipulateur aérien qui utilisait aussi ce type de moteur. On n'avait pas trouvé d'effet significatif pour cette taille de moteur. Chaque propulseur génère une poussée. Cette poussée, bah, c'est une force, ça contribue à la force totale appliquée au body, mais ça contribue également, ça génère également un moment. Et ce moment, c'est celui-là, hein, lié au lift. Donc, tout ce qui est indice L, c'est par rapport à la poussée, le lift, de, en l'occurrence de l'hélice, numéro I. Et c'est un produit vectoriel qui part de l'origine du repère body qui est au centre de gravité et qui va jusqu'à MI, qui est donc à, à l'endroit où il y a le propulseur, sur l'axe du propulseur. D'ailleurs, ce MI, il peut être n'importe où le long de cet axe, ça ne changera pas le moment, hein. Bon, pour info, si vous posez la question où je le place, ce MI, vous en foutez, hein, c'est le long de l'axe, hein. Ça sera exactement la même chose, le résultat du produit vectoriel.
Et donc, si on fait le bilan de tous ces effets, hein, donc vous avez le moment, euh, ça c'est si vous voulez les moments principaux, ça c'est les moments annexes. Les moments principaux, c'est le moment lié à la poussée de chacun des propulseurs, donc celui-là, là. Le moment lié au drag, donc la friction des hélices dans l'air, là, qui crée également un moment qui est une contribution qui est suivant l'axe de rotation. Ici, c'est le moment de réaction lié à l'accélération des rotors. Et ici, c'est le moment d'effet gyro qui est proportionnel à la vitesse de rotation des rotors, qui est proportionnel également à la vitesse de rotation du drone et proportionnel à l'inertie des parties tournantes. Voilà, donc ça, la contribution, disons, totale euh, d'une hélice au moment global du body. Évidemment, il faut sommer toutes les hélices, hein. Oui. Bah, le lift, c'est juste une terminologie, hein. T'as pas compris cette formule-là? Bah, je vais le faire sur le drone. Donc, cette hélice a une poussée. Cette poussée va créer un moment. Voilà, c'est tout con. Bah, et puis, ouais, je peux faire les autres, hein. Donc, le drag, ça va être comme ça. L'accélération, ça va être comme ça également. Et l'effet gyro, je vous ai fait avant avec le produit vectoriel. Ok, alors sur un quad, c'est ce qui nous intéresse ici dans ce cours, hein, on agence les hélices de cette manière-là. Ça, c'est la vue de dessus. Donc, on a, vous voyez là, c'est exactement ce qui est là, hein, comme ça, hein, le drone qui est comme ça. Cette hélice tourne comme ça, cette hélice tourne comme ça, cette hélice tourne comme ça, et cette hélice tourne comme ça. Et donc, vous avez les pas qui sont inversés, hein, forcément, vu que celle-là, et quand elle tourne comme ça, elle crée toute une poussée comme ça, hein. Donc, vu que celle-là tourne dans ce sensla et celle-là dans ce sens-là, et qu'il faut qu'elles génèrent toutes les deux quand elles tournent comme ça des poussées vers là, forcément leur pas est inversé. Ça, c'est une clockwise et ça, c'est une counterclockwise. Et donc, quand vous achetez vos hélices par 4, il y en a toujours deux clockwise et deux counterclockwise. Euh, donc, quand vous additionnez, donc si on fait le bilan maintenant, hein, donc avant on raisonnait par hélice, maintenant on va sommer tous les effets des 4 hélices pour un quad. Et donc, si on somme les effets des 4 hélices sur la force de poussée, hein, la force qui s'applique sur tout le drone, bah, c'est simplement la somme de, des CL oméga 1 au carré plus oméga 2 au carré plus oméga 3 au carré plus oméga 4 au carré. Vous sommez les 4 forces, hein, des 4 propulseurs et qui sont vers le haut. C'est pour ça qu'il y a un moins, parce qu'on est dans le repère NED, hein. Repère NED, Nord, North, East, Down. Le Z vers le bas, la force vers le haut. C'est pour ça qu'il y a un moins là. Voilà. Et évidemment, il y a le CL en facteur, qui est le coefficient de lift, hein, commun à toutes les hélices, hein. C'est le même, évidemment, hein. Vous n'avez pas 4 hélices différentes, hein. OK. Et pour le branch, le moment global, vous additionnez la contribution de celui-là, la contribution de celui-là, la contribution de celui-là et la contribution de celui-là. Et donc, ça vous donne ça, hein. Donc, forcément, il y en a deux où il y a un signe plus et deux où il y a un signe moins. Et, euh, et donc, c'est uniquement suivant les axes X et Y, hein. Donc, l'axe X, comme ça, les moments comme ça, et Y, comme ça. Et là, c'est la dernière coordonnée, hein. La contribution sur les trois coordonnées du moment du drag, donc dans ce plan-là, hein, c'est sur la troisième coordonnée, le X, Y et Z, hein, qui est vers le bas, qu'on a le coefficient de drag fois des signes adéquats en fonction du sens de rotation des différentes hélices, fois
les vitesses au carré et qui représente la contribution du drag. Donc on a effectivement quatre moyens d'agir sur ce solide qui flotte dans l'espace. On a une force, mais elle est forcément perpendiculaire au plan du drone. Là, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire une force comme ça ou comme ça. Pas possible, hein. C'est forcément juste comme ça. Ou alors quand il est comme ça, c'est comme ça. Donc si on veut changer le sens de la force, bah, il faut orienter différemment le drone. C'est ça que ça veut dire. Et pour les moments, là, on a le choix. On a les 3 DDL. On peut créer un moment comme ça, en mettant plus de force de ce côté-là et moins de force de ce côté-là, inversement dans l'autre sens. On peut créer, pareil, un moment comme ça, si on met plus de force sur ces deux-là et moins sur ces deux-là, ou vice-versa. Et en jouant sur les drags, en faisant en sorte que ceux qui tournent dans un sens, ils tournent un peu moins vite, et on fait donc une diagonale un peu moins vite et une autre diagonale un peu plus vite. Ça va rester, globalement, ça sera la même poussée vers le haut, mais il y aura un différentiel de drag. Ceux qui tournent dans un sens auront un peu moins de drag que ceux qui tournent dans l'autre sens, et du coup, on va pouvoir tourner comme ça, on va pouvoir générer un moment comme ça. Sauf que ça, on le génère avec le drag. Et le drag, il n'est pas énorme. En tout cas, il est beaucoup plus faible que la poussée des hélices. Du coup, la dynamique en rotation yaw d'un quad est beaucoup plus lente que la dynamique en rotation comme ça ou comme ça. Et donc, si on met tout ensemble sous forme matricielle, on obtient ça. Donc, 4, un quad à 4 degrés de liberté, hein. On a 4 hélices, 4 degrés de liberté. On peut commander une seule des forces, des coordonnées de force, pas les deux autres. C'est là où on perd des degrés de liberté, hein, si vous voulez, par rapport à un drone Omni, par exemple. Une seule des forces, par contre, on peut commander tous les moments. Avec quand même un moment, le dernier, qui est un peu moins commandable que les autres parce qu'il a moins de force, enfin moins de moments maximum, si vous voulez. Et donc, quand on compile tout dans une matrice, donc vous avez la première ligne, c'est un scalaire, hein, TZ, la poussée vers le haut. Et la deuxième ligne, c'est directement le vecteur de moment, hein, donc 3 coordonnées. Et donc là, on a les 4 lignes. Et ça donne ça qu'on peut mettre sous la forme d'une matrice G fois un vecteur vitesse au carré, hein, qui contient les 4 vitesses au carré. Ce qui est bien sur un quad, c'est que ce G est inversible. Ça, c'est la grande subtilité du quad. C'est pour ça que ça marche tellement bien, cette configuration-là. C'est que G est toujours inversible. Alors, bon, il y a des cas où c'est singulier, mais ces cas, ils sont clairement pas en pratique pertinents, hein. Vous voyez que le G, là, il devient singulier si bêta est égal à K fois pi sur 2. Alors, bêta, j'en ai pas parlé, c'est l'angle entre, là, c'est la direction principale du drone, hein, c'est cet angle-là. Donc, si ce bêta égale pi sur 2, ça veut dire que ces deux branches-là se retrouvent suivant YB. Donc, vous avez deux hélices au même endroit. Aucun sens. Donc là, c'est logique, c'est singulier, hein. Et par ailleurs, l'autre cas de singularité, c'est si L est égal à 0. L, c'est la longueur entre le centre de gravité, la longueur d'un bras, en fait. C'est la longueur entre le centre de gravité du drone et un des axes moteurs, hein. Et donc ça normalement, c'est égal. Et si L égale 0, évidemment, il y a les 4 rotors qui sont au centre, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, c'est toujours inversible et l'inverse vaut ça. Et là, on voit clairement les cas où ça ne marche pas, hein. Si vous avez L égale 0, évidemment, là, 1 sur 0, ça ne marche pas. Et si vous avez du pi sur 2, là, vous avez ici le cos qui s'annule, hein, et donc ça devient également singulier. Donc, ça veut dire que si vous pouvez générer, c'est inversible tout le temps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez générer les ranges que vous voulez, donc les moments que vous voulez, et vous pouvez générer la force
perpendiculaire au plan du drone vers le haut, c'est pas vers le bas, hein, que vous voulez. Alors, quand même vers le bas, parce qu'un drone chute également. Vous avez toujours un bilan des forces, on va voir ça après avec le modèle dynamique, hein. Pour aller vers le bas, ben, il suffit de couper la force vers le haut, quoi. Donc à ce moment-là, ça tombe. Mais sachez quand même qu'il y a des drones qui fonctionnent en mode 3D, où on peut inverser le sens de rotation des moteurs et aller plus vite qu'un G vers le bas. Ça existe. Ça s'appelle le mode 3D. Euh, c'est, c'est vraiment, comment dire, c'est une sous-communauté assez petite, hein. Je crois qu'il y a une personne qui vole en 3D, bon, qui est assez connue. Et c'est pas très probant, hein. C'est pas très beau comme vol, hein. Ce qu'il faut savoir, ouais, c'est que les hélices sont toujours asymétriques, hein. Les hélices qui ont le meilleur rendement sont des hélices asymétriques. Vous avez des hélices symétriques qui peuvent tourner dans les deux sens, qui ont exactement la même forme, hein, qui ont pas, parce que là, ça se voit, hein, c'est une forme bombée vers le haut. Donc c'est clairement asymétrique, hein. Les formes symétriques, bah, c'est plat. Et bah, elles sont forcément, le rendement est mauvais, quoi, des deux côtés. Alors qu'avec une asymétrique, alors c'est sûr, vous la faites tourner à l'envers, celle-là, le rendement, il est dégueulasse, hein. Mais par contre, dans le bon sens, là, c'est incomparable comparé à une symétrique qui aurait un compromis finalement entre les deux côtés. Voilà, c'est pour ça que non, le mode 3D, c'est pas terrible. Euh, bon, alors maintenant, si on s'intéresse au modèle dynamique, c'est relativement simple, hein. C'est un monocore. Bon, évidemment, il y a des petits corps qui tournent là, mais on peut tenir compte de leur effet on en a tenu compte avec l'accélération et avec l'effet gyroscopique, hein. Mais globalement, c'est un monocore. Et donc, l'équation dynamique Newton-Euler d'un monocore, bah, c'est ça, hein. Si vous l'avez, enfin, ça, c'est facile à redémontrer, hein, par différents moyens. Si vous l'avez oublié, je pense qu'il y a même une page Wikipédia, vous tapez Newton-Euler equation, vous avez ça direct. Bon, c'est une équation relativement simple. Les trois premières lignes, c'est le PFD en translation. Somme des forces est égale à MA. Les trois dernières lignes, c'est le PFD en rotation. Somme des couples est égale à tenseur d'inertie fois accélération angulaire plus un effet gyro, parce qu'on est en 3D. Euh, donc IB, c'est le tenseur d'inertie. Bon, je vous l'ai mis les notations à chaque fois à côté, hein. Et IB, autant le simplifier au maximum, hein. Alors, en général, on l'écrit dans le repère body, hein, parce que c'est beaucoup plus simple, ce modèle dynamique, en tout cas pour les rotations. On l'exprime dans le repère body, tout simplement parce que IB est constant dans le repère body. On l'a vu en robotique, hein, on a calculé un tenseur d'inertie dans le repère body, justement, et on avait vu que c'était constant. Et qui plus est, si on choisit correctement le repère, les axes du repère IB, ce qu'on fait en général, hein, le NED, c'est clairement le N dans l'axe du drone, le E à l'est, perpendiculaire à cet axe, l'origine au centre de gravité, et le D, le down, perpendiculaire au plan. Et donc, quand vous êtes dans le repère NED sur un quad qui est foutu normalement, qui est équilibré du coup, hein, vous obtenez un tenseur d'inertie diagonal. S'il n'est pas diagonal, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, sur un quad. Donc, c'est relativement simple comme équation, et c'est celle-là qu'on va utiliser pour la commande. Et on va faire, comme on a fait en robotique dans le chapitre 5, on va faire du compute torque, découplage non linéaire, feedback linearization, tout ça, c'est inversion dynamique. C'est des termes qui veulent dire à peu près la même chose. On va inverser ce modèle dynamique simple pour pouvoir compenser les effets non linéaires liés à ce modèle dynamique, et notamment ce produit vectoriel-là. Euh, et donc, si on s'intéresse séparément aux équations dynamiques en translation et en rotation, et en particulier si on customise ça pour un quadcopter, bah, ça donne ça.
La première pour les forces, hein, donc c'est les trois premières lignes de l'équation précédente. On customise, on fait le bilan des forces. Le bilan des forces, c'est les forces de thrust, uniquement suivant l'axe Z. Donc là, on est dans le repère body, hein. Exposant à gauche B, ça veut dire body. Donc le thrust, la poussée globale, hein, donc TZ dans body, qui est sur la troisième coordonnée, qui est sur Z, et TZ est négatif, hein, vers le haut. Vous avez le deuxième, c'est les forces aérodynamiques. Alors, si vous voulez un modèle un peu précis, si vous allez à plus que 50 km/h, ce qui est assez rare, hein, pour un drone commandé, disons, avec un modèle dynamique, mais pour ça, celui-là, par exemple, il va à 130 km/h, hein. Donc, si on devait le commander avec un ordinateur, pas avec, parce que là, c'est nous qui le pilotons, donc c'est nous qui faisons mentalement le modèle dynamique finalement, inversé. Mais s'il fallait le commander à cette vitesse-là par un calculateur, avec une commande numérique, à cette vitesse-là, il faudrait tenir compte de ce FA. Par contre, si vous êtes inférieur à 50 km/h, ce FA est totalement négligeable. Et ce FA a trois composantes qui tiennent compte des différentes dragues, des effets de résistance de l'air, de la structure, hein, euh, suivant X, suivant Y, et là ça dépend de Vx et Vy, hein, c'est assez compréhensible avec un signe moins, hein, donc quand vous allez comme ça, dans ce sens-là, bah, ça frotte, vous avez une certaine prise à l'air, dans ce sens-là, une autre prise à l'air avec un signe moins, ça s'oppose à la direction de la vitesse, hein. Et par ailleurs, suivant Z, là, vous avez une autre prise à l'air. Et cette prise à l'air, il y a une composante en Vz avec un signe moins, et il y a une composante, vous voyez, en Vx et Vy au carré. Bon, soit. Donc, une composante qui dépend de Vx, Vy, qui agit sur Z. Euh, bon, là, j'aurais un peu plus de mal à vous l'expliquer, mais c'est le modèle habituellement, qu'on considère habituellement, hein. Il faudrait se référer aux articles qui détaillent ça pour comprendre le détail. OK. Et pour les couples, c'est beaucoup plus simple. Surtout qu'on néglige en général les couples d'accélération des rotors et d'effets gyroscopiques. Donc, il ne reste plus que les couples liés au lift, c'est-à-dire à la poussée, hein, qui génère un couple, et les couples liés au drag. Voilà. On peut faire un petit exemple. Ouais, alors ce petit exemple très simple consiste à calculer les vitesses des rotors du drone pour qu'il reste statique à l'horizontale. Il doit compenser évidemment la gravité, mais il ne doit pas bouger. Ouais, et il sera forcément à l'horizontale, hein, parce que s'il est pas à l'horizontale, il ne reste pas en place, hein. S'il s'incline comme ça, la poussée, elle est là, hein. Donc il y a une composante vers là, et donc il n'y a que lorsqu'il est à l'horizontale qu'il ne bouge pas, hein. Donc on a un bêta qui est égal à pi sur 4, donc qui correspond à ça, je pense. Bon, celui-là, c'est à peu près pi sur 4 sur celui-là. On a une longueur qui est de 11 cm. Je crois que c'est ce que j'ai mesuré là-dessus. Donc c'est celui-là, hein, c'est ce drone. Et d'ailleurs, le CD, le CL, ça correspond à ça. Ça a été mesuré au labo. On utilise aussi les mêmes moteurs, couple moteur et enfin surtout les mêmes hélices. Et voilà le genre de valeur qu'on a pour un 5 pouces. Un coefficient de drag en newton mètre par radian seconde au carré. Et le coefficient de lift qui est en newton par radian seconde carré. Une masse de 800 grammes, ça fait 800 grammes à peu près ça. Et bon, bah, Alors, quand on fait l'application numérique, alors tout d'abord, statique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accélération angulaire est nulle, il ne bouge pas. Ça veut dire que la vitesse angulaire est nulle. Ça veut dire que ouais, l'accélération verticale est nulle aussi. Donc, f est égal à tau est égal à 0.
Ça vient de là, hein. Donc quand l'accélération, quand A est nul et alpha est nul, l'accélération angulaire est nulle, et quand oméga est nul, vous voyez que F et tau sont nuls. Donc le bilan des forces est nul, le bilan des moments est nul, doit être nul. Euh, la force, le bilan des forces nul pour un quad, ça veut dire que la force de pousser vers le haut des hélices doit exactement compenser la force liée au poids. Donc F truss dans body est égal à moins FG et que le moment global est nul, hein. Alors, je vous ai fait un petit schéma NED là. Donc le N vers le fond, E, Est et D. Donc le drone, il est comme ça. Voilà. Il faut que la force de poussée est égale à moins la force liée au poids, hein, pour que ça s'équilibre. Donc j'écris ça. Euh, ça me donne ça. J'écris la matrice G, enfin j'écris G, je l'inverse. L'inverse de G dans ce cas-là, c'est ça, avec ces valeurs numériques-là, hein. Et j'en déduis oméga carré, qui est G moins 1 fois mon vecteur de poussée. Et comme attendu, hein, on a exactement la même vitesse sur chacun des rotors, hein, qui en l'occurrence vaut 1 10 puissance 6, 1,13 ou 14 10 puissance 6. Et c'est des radians par seconde. Et quand on convertit ça en tours par minute, on obtient à peu près 10 000. Et il se trouve, on a plutôt pas mal identifié nos coefficients là, parce que pour ce drone-là, lorsqu'il est statique, les props tournent à peu près à 10 000 tours minute. Alors 10 000, ça vous paraît beaucoup, hein, mais ça peut aller jusqu'à 30 000, en tout cas sur ces moteurs-là. Et comme ça varie, alors c'est pas proportionnel, ça ne veut pas dire qu'à 30 000, vous avez 3 fois plus de force, hein. Vous en avez beaucoup plus que 3 fois, hein, parce que ça varie au carré. Ok, donc on a fini la partie modèle. On va passer maintenant à la partie commande. Et il y aura quelques démos Simulink là. La première chose qu'on va essayer d'asservir avec le modèle qu'on vient d'établir, c'est la vitesse angulaire. Et ça, c'est vraiment l'asservissement de base. Et c'est d'ailleurs l'asservissement, le seul asservissement qui est fait sur les drones FPV pilotés à la main. En tout cas par défaut. Donc, quand vous pilotez un drone de ce type-là, pas les DJI, hein, pas le Tello que vous allez utiliser cet après-midi, mais vraiment les drones de FPV, euh, vous pilotez les vitesses angulaires, les coordonnées de vitesse angulaire. Donc, avec le joystick, plus vous allez à gauche, plus il va aller vite en tournant comme ça. Plus vous allez à droite, plus il va aller vite en tournant comme ça. Quand vous poussez le joystick de droite, plus vous le poussez, plus il va aller vite en tournant comme ça, inversement. Et quand vous faites gauche-droite avec le joystick de gauche, il va moduler la vitesse de gauche. Et il y a juste la poussée que vous modulez avec le joystick de gauche. Il va vous régler directement la force, hein. Donc en gros, vous faites pratiquement tout l'asservissement vous-même et ça vous donne un maximum de commandabilité pour le drone, hein. C'est ce qui permet de faire les figures les plus compliquées à réaliser et ce qui permet également d'aller le plus vite pour les courses de drone, hein, qui sont faites avec ce type de drone. Alors comment ça marche? C'est relativement simple parce que le modèle est simple. Donc au chapitre juste avant, hein, on a établi l'équation dynamique du drone en rotation, qui est simplement l'équation qui est rappelée là, hein. On a dit qu'on préférait l'exprimer dans le repère body parce que le tenseur d'inertie était constant et donc c'était plus simple. Donc, OK, donc tout est dans le repère body, d'où l'exposant à gauche B comme body.
Et on va faire maintenant de l'inversion dynamique. Donc la même chose qu'on a fait en robotique, hein, inversion de modèle dynamique. Et pour ça, on va définir une commande de couple calculé, il y a aussi computed torque en anglais, qui est la suivante, qui est égale à gamma B euh, T, indice T, ouais, c'est bien ça, qui est censé donc être le couple appliqué au body, hein, si on n'a pas fait d'erreur de modélisation, et avec peut-être quelques approximations comme négliger les effets aérodynamiques si on a moins de 50 km/h, enfin, ce genre de truc. On a un couple calculé, hein, qui est calculé de cette manière-là. IB chapeau, qui est une estimée du tenseur d'inertie qu'on a. Donc, il faut l'identifier. Et IB chapeau, c'est la valeur identifiée du vrai IB. Hein. Donc, évidemment, on commet un peu d'erreur, hein, en identifiant ça. Et le oméga M, c'est le oméga, c'est le vecteur vitesse de rotation, mais il est légèrement différent parce qu'il y a des biais, parce que c'est fourni par un gyro, hein, un gyromètre qui est forcément qui est imparfait, qui a du bruit, qui a des biais, qui a encore d'autres effets de désalignement ou je sais pas quoi. Et donc, si on suppose que le oméga m est égal au oméga, on a bien mesuré, à peu près bien mesuré la vitesse. Si on suppose qu'on a bien identifié le tenseur d'inertie, c'est-à-dire que le IB chapeau est égal au IB, à ce moment-là, on peut écrire que l'équation du haut est égale à l'équation du bas. Le U alpha va commander directement notre oméga point, hein. Vous voyez que, que la partie produit vectoriel là, va se simplifier, hein. Si vous faites équation du haut est égale à équation du bas, il va rester IB oméga point égal à IB U alpha. Vous simplifiez le IB, c'est parce que vous supposez que IB chapeau égale à IB. Et il reste U alpha à peu près égal aux erreurs de modélisation près à oméga point. Donc vous avez là un U alpha, une commande qui peut piloter directement votre vitesse angulaire U body. Simple, avec un gain égal à 1. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion dynamique. Très simple. Et donc, vu que vous commandez avec le U, là, ça c'est une grandeur de votre contrôleur. Il faut bien comprendre que ce U, il est dans votre commande numérique. C'est une variable de votre code en C. Donc, vous le contrôlez comme vous voulez. Et notamment, vous pouvez faire une loi de commande proportionnelle avec un gain K oméga, euh, proportionnelle à l'erreur entre la vitesse désirée du joystick, par exemple, pour la vitesse de rotation du body, et la vitesse mesurée fournie par le gyro. Et quand vous faites un U alpha que vous contrôlez, qui permet de contrôler directement le oméga point, qui a cette forme-là, vous obtenez une équation différentielle du premier ordre qui se comporte comme un premier ordre en automatique, donc comme avant en asservissement visuel, avec une constante de temps de la réponse qui est égale à 1 sur le gain, K oméga, et qui est donc d'autant plus rapide que K est grand. Et voilà, on a réalisé très simplement une commande de vitesse par inversion dynamique. Alors sachez que sur ces drones-là, c'est pas ce qui est fait. La partie commande, bon, pour avoir bien fouillé le code, parce que je l'ai modifié, on l'a modifié, enfin, je l'ai modifié pour nos expériences en laboratoire, je l'ai modifié pour asservir les vitesses des rotors, parce que c'est pas fait par défaut. Et donc, en modifiant le flight controller, bon, j'ai pu voir comment c'était codé. C'est plutôt bien codé Betaflight, en l'occurrence, au niveau programmation. C'est assez clean du point de vue code. On sent que c'est des gens, c'est des vrais programmeurs, quoi, hein, qui respectent les bonnes pratiques. Par contre, tout ce qui est autom, filtrage, repères, convention de repères, c'est le bordel. Mais vous pouvez même pas imaginer, quoi. C'est de la bidouille de la pire espèce, quoi. Et donc, notamment, même ça, ils l'ont pas implémenté, ça. Pourtant, c'est simple. Ah, je veux dire,
Ça va, quoi. Il faut le tenseur d'inertie. Je pense que n'importe quel hobbyiste, on lui donne la procédure pour estimer le tenseur. Bon, ok, tu prends les poids des moteurs, c'est essentiellement ça hein, dont il faut tenir compte. Le poids de la batterie, tu considères que c'est des masses ponctuelles, tu fais cette formule-là, ou même un calcul automatique, tu renseignes dans une interface graphique et ça te donne le tenseur d'inertie. Et hop, c'est bon, boum, on arrive à faire une commande facile de vitesse. Non, ils ont bidouillé. Ils ont fait un PID horrible qui commande directement, non pas le couple, parce qu'ils n'inversent pas le modèle, mais donc c'est pas du couple calculé, mais la tension d'induit des moteurs. Donc il n'y a même pas d'asservissement de vitesse. Donc autant dire c'est un vrai bordel. Vous allez sur YouTube, comment régler les PID, PID tuning, ils appellent ça PID tuning, PID tuning. Ouais, il doit y avoir, je sais pas moi, 3000 heures de vidéos qui vous expliquent comment régler ça avec des méthodes genre Ziegler-Nichols. Enfin, bon, vous voyez les méthodes de bidouilleurs professionnels, là. Il suffit de faire ça, quoi. Et il se trouve qu'il y a un flight controller qui le fait et qu'il n'y a pas toute cette complication en interne. Mais bon, il est un peu plus confidentiel. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est un peu moins codé, bien codé, du coup, il a plus de bugs. Voilà. Donc, sachez ça, hein, c'est on a de tout, hein. Il y a des flight controllers qui sont bien faits du point de vue du code, mal faits du point de vue de la commande, et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Si je fais le schéma bloc de cette commande, donc c'est la même chose représentée sous forme de schéma bloc, et j'ai clairement différencié ce qui est code du flight controller en gris à gauche. Donc ça, c'est du firmware de flight controller. Ça tourne sur un système embarqué. Là, en l'occurrence, c'est un STM32. Et ce qui est à droite, qui est en couleur plus beige, qui est le monde physique réel. Et donc là, vous avez en calculé en interne, en code C, l'inversion du modèle avec le i-chapeau et tout. Et là, vous avez le vrai modèle avec le vrai IB de la vraie vie, quoi. Et normalement, celui-là, il inverse ça. Ça, c'est inversé par ça. Et au final, il n'y a plus un entre les deux. Hein, donc on commande directement la vitesse, en l'occurrence. Et on l'a servi avec le gain K oméga. Et ça donne donc un asservissement qui a, ce qui est remarquable, hein, quel que soit le drone, qui peut être réglé de la même manière, vu que vous avez inversé toute la dynamique. Je prends un drone comme ça ou un drone énorme, si vous voulez une certaine dynamique, vous aurez toujours le même K. C'est ça que ça veut dire. Bon, j'ai fait un petit simulink. Je vais pas faire des allers-retours, 36 allers-retours entre le cours et Simulink. Je vais vous en faire deux en même temps. Donc, on verra la simulation juste après. Bon, je peux quand même vous la décrire. Ça ira plus vite après. Donc là, je vous ai fait une simulation avec SimMechanics d'un drone, donc avec un tenseur d'inertie qui correspond à peu près au tenseur d'inertie de celui-là, et donc avec un monobody, hein, ça s'appelle plus SimMechanics, ça s'appelle Multibody, je crois, de Simscape, et donc avec un seul body qui est lié au sol avec une liaison à 6 DDL. Et je génère les poussées, enfin, je génère tous les efforts qu'on peut générer avec les hélices. Alors, je ne suis pas allé jusqu'à détailler la poussée individuelle de chaque hélice, hein. Ma simulation s'arrête au level de la poussée globale, du thrust, et du wrench global qui contient le wrench lié aux hélices, comme ça, et le wrench lié au drag, comme ça. Donc tout ça, voilà, ça simule la dynamique du drone. Et là, j'ai juste mon, mon inversion de modèle. Donc ça, bon, c'est en MATLAB là, mais il faudrait être codé en C, mais c'est pas bien plus compliqué, hein. C'est le couple calculé avec ma loi de commande du slide précédent. Vous reconnaissez la vitesse désirée, oméga R, la vitesse mesurée, oméga, le produit vectoriel là, qui compense l'effet gyroscopique, le K oméga, mon gain, voilà, il y a tout, hein. Et le IB, le modèle du tenseur et de l'inertie. Bon, on verra ça après en détail, je vous montrerai. Je vous en ferai deux en même temps. Donc, la deuxième simulation, c'est
Alors à chaque fois, on monte un peu en niveau d'asservissement, hein. Le deuxième asservissement, c'est l'asservissement d'attitude. Alors ça existe aussi sur ce type de drone, mais c'est le mode pour noob. Donc quand vous commencez à piloter, c'est super dur. Bon, il faut faire du simulateur, au moins une vingtaine d'heures de simulateur avant d'arriver à peu près à guider son drone en mode où vous asservissez les vitesses. Donc au début, la tentation est très forte de le mettre en mode asservissement d'attitude, où là, l'angle du joystick, c'est l'angle du drone, hein, en avant et en arrière. Donc quand vous lâchez le joystick, il revient au centre, il revient, il revient à l'horizontale. C'est facile. Donc si vous êtes perdu, vous lâchez les joysticks, il revient tranquillement en position horizontale. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile pour un débutant, mais c'est extrêmement limitant du point de vue de la dynamique de vol, hein. C'est pour ça que très rapidement, on conseille de passer au mode où on commande les vitesses. Mais pour les drones grand public, comme les DJI ou d'autres, ou le Tello fait ça aussi, hein, c'est les angles, hein, qui sont asservis. Et même pire, le Tello, c'est carrément les vitesses qui sont asservies. Donc c'est encore une boucle au-dessus de ça. Et donc pour ce qui est de l'attitude, donc clairement il y a un lien entre le mouvement du drone et son attitude, hein. Donc vous voyez que bon, la poussée elle est toujours comme ça, hein. Donc quand vous changez l'angle du drone, bah, ça va vous moduler la composante horizontale de la force, et c'est ça qui va vous permettre de vous déplacer en translation, hein, horizontale, hein. Donc il y a un couplage. C'est ça qui est un peu la particularité et la difficulté aussi des quadcoptères. Alors, comment est-ce qu'on fait un asservissement d'attitude? Et là, le quaternion rentre dans la danse. Donc, vous êtes sûrement dit, ouais, les quaternions, c'est chiant, c'est compliqué, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ça. Et là, sans les quaternions, ça devient un peu plus compliqué, hein. Parce qu'il faut, en fait, faire une loi de commande en angle qui fasse le mouvement le plus court de rotation, hein. C'est-à-dire, si brutalement votre joystick, vous le mettez en diagonale, donc le drone doit brutalement faire ça, hein. Et ben, si vous faites en roll pitcho, il va faire un truc comme ça. Alors que si vous faites en quaternion, il va tourner exactement autour du bon axe pour faire le mouvement le plus smooth possible entre là où vous êtes et là où vous voulez aller. Et là, je vous ai fait une petite figure qui représente ça. Donc, vous avez le repère grande, le repère body courant et le repère body où vous voulez aller. Bon. Le repère body où vous voulez aller, c'est déterminé par votre joystick. Il bouge, lui, en fonction de ce que vous... Alors, je les ai séparés en translation, hein, mais là, la translation, c'est juste pour que vous puissiez mieux voir, hein. Là, on s'intéresse qu'aux rotations, hein. Donc, quand vous bougez votre joystick, vous faites bouger le reference frame, hein, qui va changer du coup. Et le body frame, il est censé tourner pour atteindre le reference frame, mais tourner de manière optimale. Et avec les quaternions, on peut calculer donc le BR, le quaternion qui représente la rotation relative entre le body courant, là où on est, et le body, là où on doit aller, c'est-à-dire le QR. Et pour ça, il faut faire le produit entre QGB. QGB, c'est le grand jusqu'au body, et ça, c'est fourni par un AHRS du chapitre, je ne sais plus comment, le 1, hein, donc le reconstructeur d'attitude embarqué vous fournit directement le QGR, QGB, pardon. Vous faites star, donc je rappelle que quaternion conjugué, hein, c'est l'équivalent de la rotation. Vous inversez là les deux, là, donc là c'est la GB, vous mettez un star, c'est l'équivalent de BG. Ok. Ensuite, vous multipliez par QGR, bah ça c'est votre référence, c'est vous qui la générez avec les joysticks. Et donc, vous voyez, quand vous inversez le B et le G, là, ça vous fait B, G, G, R. C'est bien en face, hein. Les trucs sont en face, c'est bon, c'est dans le bon sens. Et donc, ça fait le quaternion qui va de B à R. Et de B à R,
le quaternion, la rotation de là où je suis à là où je dois aller. Et notamment, la partie vectorielle de ce quaternion, là, en rouge que j'ai représenté, bah, c'est l'axe de rotation idéal duquel je dois tourner pour ne pas faire un mouvement bizarre dans l'espace quand je tourne. Et si on utilise, alors ça c'est l'astuce ultime là, celle-là. Bon, je ne vais pas vous le détailler vraiment là, mais sachez que il faut aussi mettre signe de la partie réelle du quaternion en produit de QE, donc qui est l'erreur finalement d'angle, hein. Et donc il va falloir, si vous définissez un vecteur vitesse de rotation de ça qui tourne exactement autour de ça, de cet axe-là, vous arriverez de façon optimale, avec une rotation optimale, à la reference frame. Ça se comprend relativement. Le cas Q, bah, c'est le gain proportionnel de cet asservissement. Mais le signe de Q0, là, on ne voit pas trop. Alors sachez que c'est l'astuce pour éviter de faire un tour par le grand tour. Je m'explique. Si vous devez aller de là à là, vous avez le choix de tourner par le petit tour ou le grand tour. Et donc, le fait de mettre signe de QE0, donc de la partie réelle du quaternion, vous force la vitesse angulaire à tourner dans le sens du petit tour. Très important. Bon, bah vous avez tout là pour réaliser cet asservissement. Donc là, je l'ai représenté. Alors, cet asservissement qui exploite l'asservissement de vitesse angulaire, hein. Vous avez vu là, le résultat là, de cette loi de commande, c'est une commande de vitesse de rotation. Donc, vu qu'on l'a déjà asservi, il suffit de l'envoyer à notre asservissement bas niveau de vitesse de rotation. Donc, vous avez le QGR qu'on veut avec le joystick, le QGB qu'on mesure avec la HRS. Vous comparez avec, bah, pas juste un comparateur, là pour le coup, petit calcul de quaternion, et vous faites ce truc-là là, avec le signe. Ça vous donne la vitesse angulaire idéale qu'il faut appliquer au drone. Et ben, vous l'envoyez à votre asservissement de vitesse angulaire, et voilà, c'est fini, ça marche. Aussi simple que ça. Et donc, je vous l'ai simulé également avec cette fois-ci le script. À chaque fois, je vous mets le script qui correspond, enfin le script principal de la loi de commande dans, dans le même slide. Et vous voyez, bah, je fais bah, le même calcul là. Vous voyez, conge de QGB star, fois QGBR pour référence. Et j'extrais les parties réelles et la partie vectorielle du quaternion avec parts, donc une fonction MATLAB. Et ensuite, je fais la loi de commande, signe de la partie réelle, fois bah, le gain, fois la partie vectorielle. Et voilà. Et donc là, maintenant, je vais passer à la simu. Angle, position, rate. C'est celui-là. Donc là. Alors tout ça, ça sera dispo, hein, vous pourrez jouer avec. Nous y voilà. Alors, je vais vous montrer quand même le modèle. Alors, le modèle très simple, hein, donc bon, ça c'est des petites configs, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est surtout le World Frame qui est là, hein. Donc ce que j'appelle RG, mon Grand Frame, repère monde. Ça c'est une liaison à 6 DDL. Non, pardon, c'est la liaison non, la liaison à 6 DDL, elle est là, pardon. Ça, c'est un changement de repère juste pour de la visu. Un changement de repère aussi pour avoir le NED. Voilà, ça, c'est le changement de repère pour être dans la convention NED, tout simplement. Ensuite, là, vous avez la liaison. Cette liaison se commande en force et en moment. Alors, évidemment, pour faire les asservissements de vitesse angulaire, bah, il n'y a que besoin des moments, d'où la force nulle ici. Et derrière, ici, vous avez le frame, un repère follower donc, qui est connecté, donc la sortie de la liaison, hein, qui est connecté à un bloc drone qui contient en fait le modèle 3D d'un drone. Donc ça vous affiche directement enfin, une représentation réaliste, hein, en 3D d'un drone.
Et mes sollicitations de référence, donc je vous ai déjà montré la loi de commande qui est ultra simple, hein, de Compute Torque qui est là-dedans. Bon, je peux vous la remontrer. Voilà, très simple, hein, celle du cours. Et ici, je génère, alors je ne sais plus ce que je génère, des sinusoïdes d'amplitude de 2 radians, fréquence 0,5, voilà, sur les trois coordonnées de vitesse, je génère des sinusoïdes, donc j'aurai mon drone qui va bouger sinusoïdalement en vitesse suivant les... ouais, c'est des consignes de vitesse, hein, c'est pas des radians, c'est des radians par seconde du coup, qui va bouger, la vitesse va évoluer sinusoïdalement suivant les trois coordonnées du vecteur vitesse du body. Voilà, je lance cette simu. Ça va prendre un peu de temps parce que il compile en C en fait, enfin il traduit en C les blocs là, MATLAB Function, ensuite il les compile et puis seulement après il lance la simu. Donc je vais vous mettre une vue isométrique et il n'a pas encore démarré hein, pour le moment. Ouais, initializing. Ah oui, j'ai pas un temps infini, j'ai juste 3 secondes. Donc ensuite il faut que je fasse play là. Ouais, bon, voilà. Voilà le genre de mouvement. Je crois que j'ai seulement une vitesse suivant un DDL. Ouais, j'ai l'impression, il y en a deux, je ne sais plus. Il y en a peut-être deux. J'ai l'impression qu'il bouge aussi un peu comme ça. Bon, bref, bon, rien de très spectaculaire, hein, un asservissement de vitesse. On peut comparer la vitesse de consigne à la vitesse effective. Je crois que je le fais quelque part là, voilà. La vitesse effective qui est là, la vitesse de consigne qui est là, ce scope nous donne les deux et vous voyez, ah, il y a des steps carrément. Ah, c'est des steps, c'est pas des sinus. Ok, bah, il y a des steps. Et vous voyez, effectivement, suivant les trois axes, ça converge vers la référence avec une certaine constante de temps qui dépend de notre K, oméga. C'est bien un premier ordre. Vérifie. Ok, pour celui-là, on va ouvrir maintenant. La simu de quoi déjà? D'attitude. Alors, c'est rate, angle. Donc, ça devrait aller plus vite. Ouais, ça va beaucoup plus vite là. Euh, donc, je vous ai déjà expliqué le code, hein. Angle control, là. Donc, là, on a la boucle d'asservissement de vitesse qui continue à tourner, hein. Et on l'attaque avec cette commande-là, qui est la commande d'attitude, hein. Donc, avec les équations du cours, avec le signe et tout ça, quoi. OK, donc ça va être interactif. Alors, au passage, là, j'ai pacé ma simulation. Vous pouvez cadencer en fait votre simulation au temps réel. Vous voyez, là, j'ai coché ça et elle est en réel. Là. Donc, quand je vais agir là sur mes angles de roll pitchio, ça va bouger en temps réel, hein, mon animation. Alors, je ne sais pas si j'aurai assez de place là sur cet écran, parce que quand je l'avais fait, j'étais sur un grand écran. Est-ce qu'il a démarré là? Non, je crois que j'ai pas cliqué. Voilà. Donc, on va avoir. Ouais, là, le temps de simulation est infini. Quand le temps de simulation est infini, il tourne en permanence. Voilà, il tourne. Alors, pour le moment, je pense qu'il ne bouge pas. Ouais, effectivement, il faut que je réduise cette fenêtre parce que sinon, j'accède pas au slider. Je mets en vue isométrique ou pas. Tiens, d'ailleurs, je peux très bien le mettre comme ça. Et je peux agir là sur les angles via ça. Ouais, sauf que là, je sais pas si ça va le faire. Si, ouais, ok. Donc là, j'agis sur le yaw, apparemment. Donc là, je vais quand même le mettre en isométrique. Sinon, on ne voit pas. Voilà, un asservissement de cet angle-là. Si j'agis là-dessus, pareil. Hop, c'est un autre angle. Voilà. Bon, un asservissement angulaire, hein, rien de compliqué. Et vous noterez qu'il ne fait pas le tour dans le mauvais sens. Voilà, c'est bon. Il nous reste maintenant. Oula,
J'avance. Où est-ce que ma presse? Elle est là. Il nous reste l'asservissement de vitesse de translation. Alors, la vitesse de translation, bah, c'est une équation encore plus simple parce qu'il n'y a pas le produit vectoriel et tout ça, hein. Donc, somme des forces est égale à masse fois l'accélération. Euh, Et donc, ce qu'on veut, c'est piloter la vitesse de translation du centre de gravité du drone, mais suivant trois axes. Du coup, on va piloter pour faire ça. On va utiliser la boucle bas niveau d'attitude qu'on vient juste de faire pour incliner le drone de manière à piloter l'accélération sur les degrés de liberté qui normalement ne sont pas pilotables, hein. Mais donc on va privilégier la translation sur l'inclinaison, quelque part. Donc les deux degrés de liberté de roll et pitch vont être utilisés pour faire vitesse ou accélération, mais on va asservir la vitesse de X et Y, hein, NED, et donc restera en rotation uniquement pilotable le U. Si on définit la loi de commande de force sous cette forme-là, hein, donc ça c'est la force commandée, hein, qui est la différence entre vitesse désirée et vitesse mesurée. Alors là, au passage, il faut un instrument de mesure de vitesse. Et ce qu'on utilise en général, c'est un capteur d'optical flow. Le drone que vous allez utiliser cet après-midi, il en a. Il y a des capteurs qui regardent vers le sol. Il vous dit, il n'y a pas assez de lumière, j'y arrive pas. C'est parce qu'il n'arrive pas à faire comme fait votre souris optique, quoi, hein. Il mesure la texture du sol, la vitesse de la texture du sol et en déduit une vitesse de translation. Donc il faut une mesure de V. Ici, hein, une compensation de l'effet de gravité, hein. Donc si vous faites bah, l'équation du haut égale cette équation-là, hein, ben, vous pouvez compenser le MBG, hein, à condition que la masse évidemment soit bien identifiée. Et subsiste en fait cette équation-là. Vous commandez l'accélération proportionnelle à la différence de vitesse et le coefficient de proportionnalité, c'est kV, hein. Et donc là, vous avez de nouveau une équation différentielle du premier ordre. L'accélération, c'est V point. Et donc le- l'équivalent en Laplace, hein, donc c'est une fonction transfert du premier ordre, dont la constante de temps, c'est 1 sur kV, avec kV, votre gain que vous contrôlez, le gain du coefficient du correcteur proportionnel. Donc rien de plus simple. Euh, mais il y a quand même un petit détail, hein. C'est que là, ça vous donne en fait, hein, cette loi de commande va vous imposer, euh, elle est où? Va vous imposer le FU, donc la direction de la force, hein. Donc cette loi de commande vous dit ma force doit être comme ça si je veux me déplacer à cette vitesse ou accélérer, disons au moins à cette vitesse, à cette accélération, et ne vous dit pas comment orienter le drone, hein. Donc ça va vous dire la force est comme ça, donne l'axe de la force, l'intensité de la force, mais ne vous dit pas comment tourner votre drone. Et un drone, il n'a pas de direction. S'il est commandé par ordinateur, s'il n'y a pas une direction principale avec une caméra, il pourrait être dans n'importe quelle orientation. Mais en général, ce qu'on veut faire, c'est orienter le drone dans la direction principale où on va. Et donc là, bah, il y a un calcul supplémentaire qui est décrit sur ce slide à faire, hein, le slide suivant, pardon, et qui consiste à bah, définir déjà un heading vector. Donc c'est un vecteur de direction principale, c'est le H. Et grâce à ce heading vector, et on ne voit pas la figure, donc je vais déplacer l'écran, le truc là. Voilà. Donc le heading vector, il est défini par la commande, hein, et il va nous dire comment orienter en fait le drone. Sachant qu'on a déjà la direction de la force, hein, qui est donnée par la loi de commande en vitesse de translation, qui va nous donner la direction du ZR de référence, donc le repère de référence pour notre body. Euh, Par contre, on n'a que le ZR. Donc, quid du XR, quid du YR?
Eh ben, avec notre heading, donc on veut que le drone regarde suivant le H dans cette direction principale. Ben, on peut calculer au moyen de deux produits vectoriels, hein, notamment en utilisant la propriété que le XR doit être dans le plan ZR H. Le YR doit être perpendiculaire au plan H ZR. Donc ça nous donne YR est égal à ZR vectoriel H. Donc là, on a le YR qui est perpendiculaire au plan du heading et du ZR qu'on connaît déjà. Le heading, on le connaît aussi, on nous l'impose. Et ensuite, pour trouver le XR, bah, si vous avez ZR et YR, vous obtenez le XR par produit vectoriel. Et donc là, vous avez tout. Vous avez le repère de référence de votre asservissement d'attitude, le QR, vous l'avez là. Donc, la vitesse vous donne uniquement le ZR, la direction de la poussée, mais vous ne savez pas comment orienter votre drone. Le heading, savoir le devant, il est là, vous permet d'orienter votre XR et YR correctement. Hein, c'est ça l'objet de ce calcul, oui. Ah bah, le heading, c'est la commande qui décide. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, le heading, c'est la dérivée de la trajectoire, le vecteur vitesse de la trajectoire. Si la trajectoire fait ça, on prend la dérivée en un point de la trajectoire et ça donne le heading principal. Mais si on veut regarder de côté et se déplacer comme ça, on a le droit, hein. C'est la commande qu'il fait, hein. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, hein. Et il est totalement symétrique, hein. Il peut... Évidemment, quand on le pilote, on a envie que la caméra regarde là où on va, hein. Mais quand c'est piloté par ordinateur, on pourrait très bien faire déplacer le drone en crabe comme ça, hein, et pas regarder devant, quoi. Donc là, c'est l'algorithme une petite démo que je vais vous faire donc, de pilotage en vitesse, et ça correspond au mode de pilotage du télo que vous avez utilisé cet après-midi. Il est piloté en vitesse de translation. Et, euh, et donc, avant de passer à ce Simulink, je veux encore vous parler de l'asservissement de position, hein. Donc là, on a asservi. Vous voyez, c'est une poupée gigogne, hein. On part du bas niveau, ça, c'est la vitesse de rotation. Ensuite, attitude. Ensuite, vitesse de translation pour finalement arriver à position. Et la loi de commande, c'est la suivante. Là, elle est un peu plus compliquée, hein, mais bon, à peine, hein. On a deux gains cette fois-ci, un gain sur la vitesse et un gain sur la position, hein. Donc la position de référence, c'est PR. C'est une position GPS, par exemple, à atteindre. P, c'est ce que donne un GNSS embarqué, un GPS embarqué. On compare les deux et voilà, ça nous donne l'erreur de position. La vitesse, ben, il faut un capteur optical flow, LIDAR, par exemple, comme avant, hein, avec la référence de vitesse. Et comment est-ce qu'on génère PR et PR point? Bah, tout simplement en se définissant une trajectoire. Hein, vous définissez, je veux suivre telle trajectoire, c'est une équation paramétrique dans l'espace. Et donc à tout moment, vous pouvez dériver, donc trouver PR point, et à tout moment, vous avez PR également. Vous envoyez, vous faites équation du haut égale équation du bas. Il y a le MBG qui se simplifie, et vous obtenez cette équation-là. Si vous définissez l'erreur en position E, hein, qui est égale à PR moins P, ça c'est E point, alors ça c'est E point, ça c'est E point point, et vous obtenez finalement avec E, hein, une équadif, cette fois-ci de second degré, en E, qui peut être stable, mais pas toujours, si vous avez bien réglé vos gains. Hein, donc là, c'est un deuxième ordre, cette fois-ci, le correcteur, hein, c'est un PD en l'occurrence, hein, si on veut être précis. Et si vous voulez être stable, ben, il faut régler correctement les gains. Mais vous avez toujours la possibilité de le faire, c'est vous qui maîtrisez les gains. Voilà, donc ça termine ce cours. Alors, il y a encore des démos à faire, mais ça termine ce cours. Voilà toutes les rêves qui m'ont servi. Putain, ça m'a pris du temps. C'est tout ce, tout ce qu'il a fallu que j'assimile là. Et il y en a beaucoup plus là-dedans, hein, en fait, hein. Là, je vous ai fait un résumé. Mais évidemment, pour faire un résumé, il faut tout lire. Et donc, si vous voulez en savoir plus, ça, c'est les bonnes rêves. Et voilà, j'ai plus qu'à... Ah, on a un petit quiz. Alors, avant le quiz, je sais pas, je crois dans l'ordre, il vaut mieux que je vous fasse les démos.
Donc, on va passer maintenant à l'asservissement de vitesse, le même que le télo. Donc, je l'ai fait en simu. Donc, la position control, c'est celle-là, ouais, je crois. Alors, alors là, ça va être un peu plus fun. On va connecter directement une manette de Xbox à la simulation. Je pensais pas que ça marcherait, ça, mais alors à condition qu'il veuille bien s'apparier. C'est bon, elle est connectée. Voilà, ça c'est bon. Alors, je vous explique, hein, donc j'ai une manette de Xbox, je décode les quatre sorties des quatre axes, hein, des joysticks là, et je l'envoie en référence de vitesse suivant X, Y et Z. Bon, alors là, c'est adapté pour le pilotage normal des drones, et je contrôle également le heading, le yaw. Alors, je contrôle la vitesse, hein. Là, c'est pas la position, hein, c'est la vitesse de translation que je vais piloter. Et là, dans la MATLAB Function, vous avez exactement le code qu'on vient de voir, hein, avec les produits vectoriels, les machins. Enfin, bon, je ne vais pas vous le détailler, mais c'est exactement les équations qu'on vient juste de voir avec le computateur qu'on a juste vu. Et ma simulation fonctionne également en temps réel. Donc, dès qu'elle aura démarré, elle a déjà démarré? Ah ouais, ok. Donc, elle a démarré. Quand j'agis sur le joystick, logiquement, voilà. Donc, je monte, je descends, hein. Donc, je commande la vitesse de translation d'altitude. Bah, je vais peut-être vous le mettre en plus grand, là, tant qu'à faire. Si je veux avancer, voilà, j'avance, je recule. Et le télo, il a exactement le même mode de pilotage, hein, quand vous le connectez au smartphone, hein. Donc, vous voyez les petits mouvements là d'angle qu'il fait, hein. C'est justement pour s'incliner, pour moduler la vitesse, quoi. Et le yaw, bah, le yaw, c'est le heading, hein. Voilà, voilà. Et là, je suis en mode temps réel. Donc là, j'ai un moteur physique finalement du drone qui est la partie Simscape multibody de MATLAB qui tourne en temps réel. Et j'ai fait du pacing de simulation également pour que tout soit affiché en temps réel. Sinon, ça irait plus vite, je pense, que la réalité. Ok, alors, ceci étant fait, on va maintenant passer à une petite démo sur un simulateur un peu plus réaliste. Je vais vous montrer justement comment c'est difficile de piloter en mode vitesse. Alors pour ça, il faut connecter une télécommande, la vraie télécommande au PC, parce que la Xbox, c'est pas assez précis, hein. Il y a plein de zones mortes, il y a des non-linéarités, il y a du bruit. C'est vraiment, c'est pas possible de piloter correctement. Alors, je vais quitter MATLAB quand même. Non, je ne vais pas sauvegarder. Voilà, je vais quitter. Non, je vais pas quitter ma presse. J'avais pas quitté. Ouais, ok. Donc, on va démarrer Liftoff. Liftoff, c'est un des simulateurs. Alors, je sais pas du tout s'il va pas laguer là, parce que j'ai mon streaming là qui tourne en même temps. On verra. Donc là, il est connecté. Ok, ça a l'air d'être bon. Alors, Quick Play. Ah non, ça devrait être bon. Last session. Alors, ouais, ça va, ça lag pas trop. Donc là, le pilotage se fait en vitesse, hein. Alors, bon, ça se voit pas vraiment. Oh, il faudrait que vous regardiez mes joysticks, hein. Donc là, par exemple, j'ai le yaw. Là, je fais ce qu'on appelle un orbite.
C'est une rotation autour d'un objet, enfin relativement haut en l'occurrence. J'ai mon yaw qui est en permanence, qui a un offset permanent, hein. D'ailleurs, pas que mon yaw, hein. Et bon, ça permet aussi de faire des rotations à 360 degrés, quoi, hein. De faire voilà, ce genre de truc, quoi. Faut être beaucoup plus précis et beaucoup plus dynamique en fait dans le vol. Non, je vais pas. Voilà. Pas bon, bref. Euh, je vais maintenant vous le passer en mode angle. Donc là, bon, j'arrête. Enfin, j'arrête. Je... Alors ça, c'est le mode 3D, horizon, level. Voilà. Là, je suis en mode level. Donc là, c'est beaucoup plus pénible pour moi. Mais bon, là, je lâche les joysticks. Il est plat, hein. Donc il faut quand même que j'asservisse la poussée pour qu'il reste à peu près à hauteur constante, hein. Mais il reste plat. J'ai pas les mains sur la joystick. Là, je pousse le joystick vers l'avant. Vous voyez, il s'incline. Je le lâche, il revient. Pareil, en arrière. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus simple, mais ça ne permet pas de faire le looping, par exemple. Hein, si je fais ça, bah, ça plafonne. Je ne peux pas faire de tonneau ou de looping, hein. Ça, c'est limité en débattement. Ça correspond au débattement des joysticks. Bon, après, on y arrive, hein, mais c'est beaucoup moins dynamique, hein. Alors, il y a le mode 3D, là, il descend, hein, donc level accro. Alors, le mode accro, c'est le mode où vous pilotez en. Voilà, on peut faire ce genre de truc, quoi, hein. Des... Voilà, est-ce que quelqu'un veut essayer, là? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé, d'abord? Bah, c'est le mode où on pilote la vitesse. Donc, il n'y a que l'asservissement que je vous ai montré au début, là, le premier, asservissement de vitesse de rotation qui est actif. L'autre, c'est l'asservissement d'attitude. Donc, c'est le deuxième que je vous ai montré. Alors, je t'explique. Ça, c'est le throttle. Donc, c'est ce qui permet de monter. Là, tu règles la poussée directement, hein. Donc, plus, c'est le seul joystick qui n'a pas de point milieu, qui n'a pas de ressort de rappel, hein. Donc là, plus tu montes, plus ça pousse fort, hein. Donc là, tu vois, je remets à zéro, il retombe. Ça, c'est le yaw, comme ça. Donc là, tu tournes. Ouais, d'ailleurs, même au sol, il arrive à tourner, hein. Et ça, forcément, c'est le pitch, et ça, c'est le roll de ce côté. Ouais. Bah déjà, il faut s'élever. Ouais, essaye de t'élever le plus possible. Voilà. Donc, c'est la vitesse qu'on commande, hein. Et donc, pour avancer, il faut un peu s'incliner vers l'avant. Voilà. Et si tu veux ralentir, il faut au contraire aller vers l'arrière. Bon, là, là, on est en mode où il n'y a pas de dommage, en fait, hein. Donc, c'est pas super intuitif, hein. Et ça demande, bon, avant, si ça vous intéresse, hein, avant de passer sur un vrai drone, il faut s'entraîner avec ça une vingtaine d'heures, hein. Mais une fois que vous avez passé cette première difficulté, c'est beaucoup plus fun de piloter comme ça que de le piloter en mode angle. Alors là, je le mets en mode angle, tu vas voir, c'est beaucoup plus simple. Alors, horizon, level, voilà. Donc là, tu vois, tu agis directement sur l'angle. Donc tu le lâches, il revient en place, tu vois. Voilà, donc si tu veux avancer, pareil, il faut l'incliner, donc il faut pousser la manette de droite, voilà, et mettre un peu de thrust, hein. Ouais, ça revient à chaque fois, ouais. Mais c'est beaucoup plus stable, tu risques de moins cracher comme ça. Voilà.
Ouais, ça, c'est pas évident, hein. Quand on débute, les environnements confinés, c'est ce qui permet, en fait, parce que vous avez un asservissement de hauteur à faire visuellement, hein. Et donc, l'asservissement de hauteur se fait avec la manette du throttle. Et ça, c'est pas évident, hein. Euh, c'est celui-là, hein. Donc, tu vois, pour rester à une hauteur constante, tu vois, voilà, il faut prendre l'habitude, hein. Voilà. Ok, bah, bien démerdé quand même pour une première fois. Alors, est-ce qu'on a encore le temps pour... Ouais, on a juste le temps pour le... Ouais, un peu... Allez, on va prendre encore 5 minutes là pour le quiz, rapidement. Ok, donc là, c'est plutôt pas mal. Euh, Quelle combinaison de vitesse des rotors permet à un quadcoptère de faire un vol stationnaire à 4 vitesses égales? Donc c'est bien, c'était notre TD là, notre exemple. Donc quel repère le modèle dynamique du drone a un tenseur d'inertie constant? Là, tout le monde a bien retenu, c'est que c'est dans le repère body. Quel est le seul capteur nécessaire pour réaliser une commande de vitesse angulaire? Bah, juste le gyro. Quels sont les capteurs nécessaires pour réaliser une commande de position linéaire? Bah, il y a tout ça, quoi, hein. Tout est bon. C'est que des bonnes réponses. Il faut tout ça, en fait. Euh, alors, c'est sûr qu'on peut éventuellement alors, on peut pas se passer d'un gyromètre, hein, vu qu'il faut que la boucle interne de vitesse puisse fonctionner. Donc, ceux qui n'ont pas répondu là, bah, ça pose problème, hein. Un baromètre, éventuellement, il est pas très précis, mais dès que vous atteignez des altitudes un peu élevées, le capteur de distance, là, le lidar, il marche plus, quoi, hein. Donc, il faut un baromètre pour compenser. Ok, bah, ça termine ce cours et on se retrouve cet après-midi en C138 pour le TP. Vas-y, essaye le yo là. Non, 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 le yo c'est tu tournes autour. Attends, comme ça là. Ah oui. Il faut y aller doucement, hein, parce qu'il est très lent, yo. Bon là il est bon, hein. Et là il est bon.